7h30. Chers amis de la matinale Nicolas Tocsin, Vidal. merci à ceux qui viennent de nous rejoindre ce matin. Je suis ravi de présenter cette matinale et vous êtes de plus en plus nombreux. Donc, dès maintenant, ceux qui ne l'ont pas encore fait, partagez, likez, c'est important. Et ce matin, j'ai appelé Philippe Préjean. Salut Philippe, comment allez-vous? Très bien, et vous? Ben, je suis en pleine forme. Je vous ai appelé parce que alors, je voulais vous entendre sur deux sujets. Donc, un dont on n'a pas trop parlé, sur la fameuse décision du Conseil d'État sur les réseaux sociaux, censure, coupure, on va en discuter avec vous. Et une seconde partie, bien entendu, on ne peut pas y couper sur l'affaire Marine Le Pen, du moins sur la condamnation en exécution provisoire de Marine Le Pen, puisque vous êtes avocat et que vous connaissez ces sujets par cœur. J'aurais voulu ce matin, en 20 minutes, faire un large tour d'horizon avec toujours votre ton de décapant. Ce qui nous intéresse, votre ton de décapant par rapport à ça. Mais commençons, Philippe, et merci d'être là ce matin sur cette décision du Conseil d'État qu'on affiche à l'antenne actuellement. En cas de circonstances exceptionnelles, le gouvernement peut interrompre provisoirement l'accès à un réseau social, mais sous condition, chers amis. Qu'est-ce qu'on doit comprendre, Philippe, de ça? Alors, ce qu'on doit comprendre, c'est une extension très intéressante de la notion de circonstances exceptionnelles. Quand je dis très intéressant, c'est comme quand vous allez voir votre cancérologue et qui vous dit « Ah tiens, vous avez vraiment une tumeur très intéressante ». Donc, c'est passionnant pour lui. Pour vous, c'est moins passionnant. Et là, le Conseil d'État adopte une notion très étonnante parce que qu'est-ce que c'est que la théorie des circonstances exceptionnelles? C'est une notion qui est née d'un arrêt rendu en 1918. Donc, rien que la date, vous vous dites, tiens, c'est un peu particulier comme période. Oui. Et qui était de dire en substance, ça a été extrêmement compliqué. Littéralement, Verdun, la bataille de la Marne, ça a été un peu viril comme situation. Par conséquent, le fonctionnement normal de l'administration a été quelque peu perturbé. Oui, effectivement. Oui. Par conséquent, dans ces circonstances, le Conseil d'État dit des actes qui autrement n'auraient pas pu être pris, n'auraient pas pu être adoptés, ont pu être pris. En fait, je neutralise des moyens d'illégalité en disant les circonstances empêchaient de faire fonctionner normalement les règles. Ça peut se comprendre dans ce cadre très précis, et c'est vraiment un palliatif consistant à dire, je vais simplifier un petit peu, mais bon, bah, tu m'excuseras, on était en train de faire Verdun, on n'a pas pu vérifier toutes les règles du PLU, tu vois. Ouais. Donc là-dessus, ça se comprend. C'est un moyen de neutraliser des illégalités, mais dans des circonstances réellement exceptionnelles. Or, depuis plusieurs décennies, et cet arrêt est intéressant parce qu'il a une vraie évolution, un peu comme le passage, voilà, le cancer de la phase 3 à la phase 4. Phase 4, c'est une vraie évolution, pas forcément intéressant pour celui qui subit. C'est devenu un palliatif pour dire, en fait, on est assez largement dispensé du respect de la loi avec une notion très, très large de circonstances exceptionnelles. Parce que la question qui était posée, ça n'a pas été appliqué, mais en Nouvelle-Calédonie, oui, il y a eu des troubles en Nouvelle-Calédonie, mais c'est pas une guerre. En fait. Faut arrêter. Le fait que des gens ne soient pas contents, fassent grève, protestent contre le gouvernement, ce n'est absolument pas comparable à une guerre. Ce n'est absolument pas comparable à une guerre, et ça aboutit en plus, surtout depuis la Ve République, à une autre anomalie. Pourquoi ? La Ve République est un peu, repose sur l'article 16, c'est-à-dire que si on est vraiment en cas de paralysie des pouvoirs constitutionnels, on a un mécanisme légal, pour le coup maintenant est encadré, mais où au moins on vous dit, bon ben voilà, on a créé un dictateur à la romaine, mais en plus les gens sont prévenus. Là, la théorie des circonstances exceptionnelles, c'est non, il n'y a pas du tout les garanties de l'article 16, il n'y a même pas la légitimité démocratique qui permet d'employer l'article 16, parce que qu'est-ce qui justifie d'utiliser l'article 16? C'est de dire, bon, il y a quand même quelqu'un qui a été élu président de la République par la majorité des Français, forcément au second tour, il a eu la majorité des suffrages exprimés, il a une légitimité particulière qui lui permet de prendre ses décisions. Gérald Darmanin, à part voilà, ses prouesses de détournement de fonds publics et dans des clubs libertins, vraiment pas la même légitimité non plus. Par contre, d'ailleurs, c'est lui qui aurait le pouvoir, ou le nouveau ministre de l'Intérieur. On a quelqu'un qui n'a pas la légitimité et qui en plus réclame, et c'est ce qu'a décidé le Conseil d'État, c'est le deuxième aspect choquant, qui est de dire que même quand on est en état d'urgence, c'est-à-dire qu'il y a un cadre légal, et l'état d'urgence, c'est quand même de dire à peu près tout est, largement, c'est très autorisé. Désormais, on peut aller encore plus loin que l'état d'urgence, puisque le Conseil d'État, même si ça ne rentre pas dans les règles de l'état d'urgence, c'était la question dans l'arrêt du Conseil d'État, ça peut quand même être légal. C'est-à-dire que il y a eu un précédent pour ça qui était d'ailleurs pendant le Covid, c'était très intéressant, où c'était dire, bon, est-ce qu'on peut appliquer le pass sanitaire au-delà des prévisions légales?
Pourtant, il y a plusieurs lois Covid, et les lois Covid, c'était de façon générale, on pouvait faire à peu près tout ce que vous voulez ou interdire tout ce qu'on veut. Et là, le gouvernement a plaidé, oui, mais les circonstances sont exceptionnelles. Donc, même si effectivement on est en train de violer la loi, c'est pas grave parce que les circonstances, tu comprends. Ouais. Ce qui aboutit à une absence complète de contrôle, d'une part. Et d'autre part, et c'est là que ça devient très intéressant, c'est que la théorie des circonstances exceptionnelles était de dire on va pallier l'impossibilité de faire fonctionner normalement l'administration. Vraiment, le premier arrêt RIS, qui est l'arrêt de référence en 1918, est jugé en juin 1918. Donc évidemment, c'est une situation absolument catastrophique. Les faits avaient lieu, on a eu en pleine offensive, dernière grande offensive allemande en France. Évidemment, les situations peuvent se comprendre. Et même là, le Conseil d'État avait dit, bah oui, on n'est pas très à l'aise avec cette théorie, c'est exceptionnel. Bon. Mais aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est que ce n'est pas fait pour faire fonctionner à peu près normalement l'État. C'est fait, et c'est ce qui était ici dans cet arrêt du Conseil d'État, pour justifier un contrôle social sous forme de censure. C'est-à-dire que normalement, ça consiste à dire on a des irrégularités, mais c'est pas. Cette théorie des circonstances exceptionnelles vise à neutraliser des illégalités, mais pas des illégalités pour pouvoir permettre de massivement porter atteinte aux droits des gens. Là, ce que vous dit le Conseil d'État, c'est en fait, c'est très intéressant, cette théorie des circonstances exceptionnelles, c'est que même si ça a été encadré par la loi, même si la Constitution permettrait de faire autrement, en fait, il y a encore un autre moyen pour faire tout ce qu'on veut et sans même avoir besoin de voter l'état d'urgence, parce que là, il n'y a aucun contrôle. Les circonstances exceptionnelles, c'est formidable, vous n'avez pas besoin d'avoir la légitimité de l'article 16, vous n'avez pas les contrôles qui maintenant ont été créés pour l'article 16, vous n'avez pas besoin de voter une loi, vous n'avez pas besoin de respecter les conditions d'état d'urgence qui ont pourtant été votées par la loi, c'est je vais devant le juge et il dit bon, c'est ric-rac, mais ça passe. Et puis même si c'est de plus en plus ric-rac, ça passe quand même. Voilà, voilà, ouvre tes chakras, ce genre de choses. Et là-dessus, c'est utilisé en plus, donc ce qui est l'aspect extrêmement choquant, pour dire on va pouvoir censurer les gens. Et vous poussez la logique, mais vous vous dites attendez, l'utilisation des réseaux sociaux massifs pour pouvoir se plaindre, parce que c'est ça qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie, c'est dire en fait, c'est vraiment littéralement de la censure. Et il y a tout à fait moyen en France de sanctionner a posteriori des actes. On est un pays où il n'y a pas vraiment de liberté d'expression de base, on est arriéré par rapport aux États-Unis. Je suis désolé de le dire pour ceux qui nous écoutent, mais dans les pays vraiment développés comme la Suisse, les États-Unis, la Norvège, trouvent qu'on est un peu des arriérés. C'est pour ça qu'ils ont 2 fois plus riches que nous d'ailleurs. Donc, nous sommes déjà dangereusement méprisant la liberté d'expression, mais ça va encore plus loin, puisque là, on crée un pouvoir de censure. Et un pouvoir de censure, alors qu'on pourrait tout à fait condamner les gens après coup. C'est-à-dire que si quelqu'un commet des délits pénaux qui existaient déjà lors de la période de liberté qu'on a eue à la fin du 19e siècle, on pourrait les sanctionner. Aujourd'hui, il y a beaucoup de délits qui ont été créés qui permettent de sanctionner des gens pour des théories qu'ils ont, des propos qu'ils ont tenus. Donc, on peut aller encore plus loin qu'à l'époque où on était une démocratie libérale. Et là, on nous dit non, comme si ça ne suffisait pas, il faut en plus créer un pouvoir de censure. Évidemment que les circonstances exceptionnelles vont aller presque toujours jouer dès lors que la menace sera importante. C'est-à-dire que les circonstances exceptionnelles, je reviens à 1918, ce n'est pas l'État qui menace ses citoyens, c'est une menace extérieure qui empêche de faire fonctionner l'État. Il y a littéralement 180 divisions allemandes, dont 50 de Sturmtruppen, donc forcément, on est un peu occupé. Mais c'est ça la logique des circonstances exceptionnelles. Ici, c'est de dire, les gens protestent trop contre le fait qu'on est des nuls, ou qu'on commet des délits. Je suis moi-même pas un dangereux gauchiste. Néanmoins, un certain nombre de duretés policières en Nouvelle-Calédonie donnent quand même une image assez sévère du fonctionnement de ce pays. Je ne dis pas qu'il faut forcément condamner les gens, je dis juste que quand vous avez des gens qui sont mutilés, peut-être que ça peut être intéressant pour les citoyens, même ceux qui n'ont pas d'avis, de se dire bon, voilà, est-ce que la France doit rester en Nouvelle-Calédonie? Oui, non, tout ça. Mais on mutile des gens, c'est un sujet de débat. Je ne dis pas forcément un sujet de condamnation. C'est juste qu'il y a des citoyens qui pourraient être sincèrement intéressés par dire, par exemple, là, on a arraché des bras, fait exploser des pieds, fait sauter des organes, éborgné des gens. Est-ce que c'est vraiment juste se poser, est-ce qu'on pourrait en parler sur le fait que est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire tout ça? Et peut-être que ça l'est d'ailleurs, mais juste qu'on puisse avoir un débat à ce sujet. Ce que dit le Conseil d'État, c'est non. S'il y a vraiment de la critique, parce que c'est ça, beaucoup d'activités hostiles et polémiques contre le gouvernement, si on critique vraiment beaucoup l'administration peut vous faire taire. Mais quand y aura-t-il des critiques sévères contre l'administration? Lorsqu'il y aura quelque chose de grave, selon les gens. C'est-à-dire, si la critique, c'est de dire que les plans locaux d'urbanisme sont attribués, sont destinés au mépris de l'extension du logement en France,
voilà, vous sortez ça, Ouais. vous n'allez pas Ouais, vous ouais. faire censurer pour ça. Je veux dire, les Ouais. gens sont peut-être d'accord ou pas d'accord, mais ils vont pas s'exciter. Par contre, là où les gens vont s'agiter, et à juste titre, c'est lorsqu'il y a des vrais scandales. Et ce que vous voulez, le Conseil d'État, c'est la fin de cette logique extraordinaire. C'est non, si on fait quelque chose de vraiment scandaleux, il faut qu'on puisse faire taire les gens. Parce que Ouais. c'est ça la logique de dire circonstances exceptionnelles. Il n'y a même pas de Mm. mise en proportionnalité avec la gravité des faits. Ce que vous dit le Conseil d'État, c'est si c'est vraiment Ouais. exceptionnel, donc si vous faites par exemple vraiment n'importe quoi, là on a le droit de vous faire taire. Mm. Ouais. C'est Plus ça, c'est grave, plus on a le droit de c'est vous donc réduire au ça. silence. Ouais, c'est ça, réduire au silence finalement. C'est ça qu'on doit comprendre, Philippe. C'est les Oui, circonstances exceptionnelles, c'est le degré d'invective et de critique envers le pouvoir en place, c'est ça exactement. finalement. Et plus la Ouais. critique est vigoureuse, donc plus elle est Mm. potentiellement Ah bah, fondée, plus elle peut être réduite au silence. Ça consiste à mm. dire à quelqu'un, tu as le droit de commenter quand c'est un non-sujet, Mm. mais quand ça devient important, va falloir fermer ta gueule. On a Mm. l'impression de retrouver la formule de Coluche. À l'époque, c'était une blague. Aujourd'hui, ça devient de la science politique. On Ouais, sait bien c'est que clair. si voter changeait quelque chose, ce serait interdit. Ouais. Donc, mais à l'époque, c'était drôle. Et aujourd'hui, en fait, c'est pas très drôle parce Ouais. que c'est ce qu'on vit. Ouais. C'est vrai. Donc, Ouais. on se retrouve dans une situation choquante pour cela et qui est très révélatrice de la mentalité du Mm. Conseil d'État. Mm. Il y a une évolution, on dit le Conseil d'État, c'est toujours le même bâtiment, c'est toujours le même corps au sens juridique, mais vous imaginez bien que les bonshommes qui ont jugé en 1918 ne sont plus de ce monde. Il y a un Oui. même boulot qui a passé sous les ponts. Ouais. Il y avait historiquement une culture de respect des libertés publiques au Conseil d'État. Je simplifie, mais grosso modo, du milieu du 19, de la deuxième partie, 1875, du 1870-1875 du Conseil d'État jusqu'aux années, la fin des années 30, ils avaient une culture de liberté publique. Ça a Mm. commencé à changer dans les années 30, notamment, avec un arrêt sur la liberté d'expression qui était l'arrêt Gender, là où on a inventé le devoir de réserve qui n'existait pas avant. Mm. Et le Conseil d'État a créé un mécanisme donc pour faire taire, enfin pour de plus en plus faire taire les gens. Et ce que dit le Conseil d'État, c'est très intéressant, c'est que en réalité, il n'y a plus de cadre légal, y compris a priori pour l'administration. Parce que si vous avez un Mm. cadre légal comme l'article 16 ou comme l'état d'urgence ou comme n'importe quelle autre règle légale, vous dites qu'il y a quand même des conditions à respecter. Mais si on vous dit, bon, en fait, on sortira que c'était exceptionnel et donc que c'était vraiment grave, on peut faire taire les gens. Mm. Conjugué à ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu un référé dans cette affaire aussi très intéressant, le Conseil d'État vous a dit il n'y a pas d'urgence parce que ça a été suspendu, c'est vrai, mais il n'y a pas d'urgence parce qu'on va statuer dans quelques mois, Mm. en substance. Ouais. Là, enfin, moi, je suis dans une entreprise, par exemple, à chaque client entreprise, puis j'ai mon cabinet. Si je vais voir un collaborateur, je dis que c'est urgent et qu'il me dit non, mais tu sais, dans 8 mois, j'aurai ton projet, tu vois. Ouais. Déjà, je pense qu'il se fout de ma gueule. Bon, et ensuite, je le vire. Et Ouais. là, c'est la même chose. C'est-à-dire Mm. que vous vous retrouvez avec une logique qui consiste à dire en plus, il n'y aura même pas de contrôle d'urgence. Mm. Parce que cet arrêt va avec l'ordonnance de référé qui avait été rendue dans la même affaire, qui est de dire de toute façon, on dira que c'est peut-être compliqué, qu'il y a peut-être des circonstances exceptionnelles, donc que ça exclut l'urgence. Mm. Par conséquent, vous n'aurez même pas de décision rapidement. Mm. C'est vraiment, Ouais. si c'est grave, on peut faire taire les gens. Vous appliquez cette logique, par exemple, à l'époque, on était une démocratie libérale, mais vous Mm. appliquez cette logique à l'époque de l'affaire Dreyfus, on aurait Mm. pu censurer tous les gens qui critiquaient le comportement du gouvernement, de l'armée ou des juges, parce qu'on a Mm. critiqué surtout le comportement des juges dans l'affaire Dreyfus. Et là, on Ouais. aurait dit, mais attendez, vous remettez en cause, il y a beaucoup d'agitation, il y a des Mm. circonstances où il y a des dessins qui disent qu'on est au bord de la guerre civile. La situation en France était beaucoup plus tendue pendant Mm. l'affaire, au cœur de l'affaire Dreyfus, que ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie. Le degré Ouais. d'hostilité était très Mm. prononcé. Vous appliquez Mm. cette logique du Conseil d'État, bon, ben, on va faire taire tout le monde. Mm. Ouais. 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 Donc, du coup, on doit s'en inquiéter, Philippe. On doit s'en Alors, inquiéter. on doit s'en Clairement. inquiéter. Je dis quelque chose qui est malheureusement pas rassurant, c'est que je crains Mm. que nous ayons pris une direction profondément liberticide Mm. en Europe de l'Ouest. Ouais. Il y a une vraie différence, et là pour le coup il y a une disjonction. C'est même pas une question de savoir qui a tort ou raison, Ouais. d'une sorte d'avis d'historien ou d'ethnologue. Les États-Unis, notamment, Mm. ont choisi une voie de liberté qui Mm. va avec alors, liberté d'expression, liberté d'activité économique, mais ils ont choisi une voie de liberté qui est on va faire un peu confiance aux gens, on ne va pas les surveiller, ça nous permet de devenir beaucoup plus prospères, ça nous permet d'être beaucoup Mm. plus ambitieux. La Suisse, de longue date, a choisi cette même voie. Il y a beaucoup plus de liberté en Suisse qu'en France. Hein. Mm. Et nous avons choisi une voie de contrôle social. Alors, et c'est là qu'il y a une différence aussi avec les États-Unis, c'est qu'il y a un écho dans la population. Mm. C'est-à-dire qu'il y a une partie significative de la population
qui est assez favorable à l'autoritarisme bureaucratique, en partant de l'idée, bon, j'arrive pas très bien à comprendre pourquoi, mais que si un type est conseiller d'État, c'est qu'il est forcément très intelligent. Bon, Édouard Philippe a laissé une dette absolument cataclysmique. Donc voilà, je ne vois pas comment on peut voir un conseiller d'État et dire qu'il est forcément futé. En plus, pour les fréquenter, je n'ai jamais été frappé par la chose. Mais enfin, voilà. Littéralement, dans un litige en ce moment qui vient de me ressortir, d'ailleurs 2 ans avant que vous m'appeliez, qu'il n'arrivait pas à faire une règle de 3, c'était trop compliqué pour l'administration. Bon, voilà. C'est un moyen de défense quand même. Hein, donc, bon. Mais ça correspond à un comportement d'une partie de notre population qui est effectivement d'accord avec cette forme de contrôle social extrêmement poussé, en disant surtout il faut empêcher les gens de dire ce qu'ils veulent, il faut vraiment contrôler l'activité des gens, un peu comme si on était dans une maison de retraite, et il faut surtout s'assurer que les gens ne vont pas faire de conneries, ou dans une même garderie, où on se dirait bon, les gens sont des gosses, soit ils sont trop vieux pour réfléchir, donc ils sont séniles, soit ils sont trop jeunes, donc ils sont infantiles, mais dans les 2 cas, on ne va pas laisser se comporter comme des adultes. Et à chaque fois, ça va dans le sens, pour la liberté d'expression, d'interdire la critique au sens large de l'administration. Parce que vous remarquerez que si c'est pour critiquer des opposants de l'administration, vous n'êtes jamais sanctionné. Si vous écrivez, il n'y a jamais eu d'idée de sanction en disant il y a trop de soutien au gouvernement. Vous voyez là, il y a des circonstances exceptionnelles, il y a des gens qui font campagne massivement pour notre glorieux leader et tout. On a été obligé, en raison de ces circonstances exceptionnelles, de... Non, c'est uniquement lorsqu'on critique les gens. C'est littéralement, je vais casser la sonnette d'alarme. Et malheureusement, c'est une direction qui existe depuis plusieurs décennies et qui a tendance à se renforcer. Nous vivons avec beaucoup moins de liberté qu'il y a 50 ans. Oui, c'est assez effrayant, et c'est pour ça que j'aime toujours avoir votre avis, Philippe Prigent, avocat. Je voudrais qu'on parle, deuxième partie, rapidement, du moins de Marine Le Pen. Est-ce que ça aussi, une passerelle avec tout ça, le fait que Marine Le Pen soit aujourd'hui, à cette heure-ci, encore inéligible? On verra bien ce que ça va donner d'ici l'été 2026. Comment vous l'analysez, ça, Philippe, de votre côté? Alors, je l'analyse avec beaucoup de tristesse. Pourquoi? C'est parce que je fais un métier que je considère comme sérieux. Et je dis toujours à mes clients, c'est une activité sérieuse faite entre professionnels où on applique des règles. Et à chaque fois qu'une décision ridicule, on a l'impression que ça a été rédigé par les stagiaires, est rendue, ça rend mon métier ridicule. Après, j'ai des clients qui me disent, attendez, vous me dites que c'est un métier sérieux, mais regardez ce qui a été jugé. Et après, bon, je leur dis, c'est vrai. J'ai plein d'amis ingénieurs, par exemple, ils me disent, c'est pas très sérieux ton boulot. Là, il y avait une question sur l'inéligibilité. Il y a d'autres questions sur le fond du dossier où il y aura clairement beaucoup à dire. Mais sur l'inéligibilité, on a grosso modo, ce que disait Marine Le Pen, répétait régulièrement, c'est on ne peut pas porter atteinte à la liberté des gens de voter pour moi. Pas seulement une question d'inéligibilité pour moi, disait-elle, c'est si je suis inéligible, les gens ne pourront pas voter pour moi et donc vous portez atteinte à leurs droits. Bon. Elle présentait, elle n'arrêtait pas de le répéter, quoi, grosso modo, vous ça tous les jours. Et il y a une décision du Conseil constitutionnel qui a été rendue le 28 mars, disant effectivement, lorsqu'on prononce une inéligibilité, exécution provisoire ou pas d'ailleurs, mais ça s'applique a fortiori à l'exécution provisoire parce que par hypothèse, on peut se tromper, il faut procéder à une mise en balance entre la personne qu'on punit, via la peine d'inéligibilité, et les autres qui sont punis mais qui n'ont rien fait. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ne peuvent pas voter pour une personne quand elle est inéligible, tout le corps électoral, et ceux-là sont punis. Donc il faut se poser la question de savoir, dans la mise en proportion, dans quelle mesure peut-on punir des gens qui n'ont rien fait, porter atteinte à leur liberté de choix. Le Conseil constitutionnel a jugé, à juste titre, par sa réserve d'interprétation le 28 mars, que cette règle s'appliquait y compris lors des mandats d'élus locaux. C'était uniquement pour des mandats d'élus locaux, c'est-à-dire que vous avez un corps électoral de 47 personnes, vous ne pouvez pas porter une atteinte à la liberté de choix de ces 47 personnes via une peine d'inéligibilité, a fortiori donc avec l'exécution provisoire, même sur le principe. Alors, si pour 47 personnes, pour une petite commune, où grosso modo le maire décide de pas grand-chose, pas une critique contre les maires, enfin, vous n'avez pas de pouvoir comparable à un président de la République ou un député, heureusement d'ailleurs. Mais si pour 47 personnes, pour une petite commune, il faut un contrôle de proportionnalité, pourquoi n'y en a-t-il pas pour 47 millions lorsqu'on choisit la personne qui a le bouton nucléaire? C'est une question intéressante, vous voyez, 47 personnes, c'est important, 47 millions, c'est peut-être au moins aussi important. Et c'est une règle qui est aussi garantie par la CEDH. Il y a un article 3, le premier protocole additionnel à la CEDH, prévoit un contrôle de proportionnalité pour une éligibilité. Il faut vraiment des raisons. Il faut être vraiment sûr que c'est pas
c'est proportionné, puisqu'on est en train de porter atteinte au choix des autres. C'est-à-dire que c'est ça le truc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ça le cœur de ce que dit ACDH. C'est par ricochet, en fait, Philippe, c'est par ricochet. Exactement. Il y a plein de gens qui avaient envie de voter pour Marine Le Pen et qui, aujourd'hui, ne peuvent plus. Et ceux-là subissent des conséquences. Donc, quand on est en train de, par ricochet, punir des gens qui n'ont rien fait, il faut mettre en place un contrôle de proportionnalité. Et quand je dis contrôle de proportionnalité existe, soyons clairs, vous allez sur n'importe quel moteur de recherche, vous tapez CEDH, inéligibilité, c'est dans la première page de référence. Moi, je considère que quand on est magistrat et qu'on prend 10 000 € par mois et qu'on rend la justice au nom du peuple français, on essaie d'avoir le niveau exigé d'un stagiaire. Vous voyez, ça me paraît être une base. C'est quand même avec notre argent qu'elle est payée, cette femme. Enfin, ces gens-là sont payés avec notre argent. Peut-être d'ailleurs que, je ne suis pas sûr, je ne serais pas étonné qu'il y ait eu 2 contraintes dans le délibéré plutôt que les 3 dans le même sens. Ça expliquera aussi la longueur de la décision et pourquoi ça a mis du temps à être rendu. Mais là, donc le juge voit bien cette règle. En l'occurrence, la décision du Conseil constitutionnel du 28 mars avait fait beaucoup de débats, alors y compris d'ailleurs chez les non-juristes. C'est-à-dire que vous êtes juriste, vous essayez de vous tenir un peu informé de ce qui se passe dans votre domaine de compétences, c'est un peu la base. Mais même des non-juristes avaient entendu parler en disant « Ah bah oui, tiens, ça aurait peut-être un impact sur l'affaire Marine Le Pen, parce que le Conseil constitutionnel va dire le cadre qu'il faut appliquer. » D'ailleurs, le Conseil constitutionnel l'a dit. Et là, dans la mise en balance, il n'y a rien. C'est-à-dire que la justice est souvent représentée comme une femme qui a 2 plateaux. Et en fait, elle met les poids sur les 2 plateaux et elle voit lequel pèse le plus lourd. C'est une forme de contrôle d'ailleurs de proportionnalité. Là, le jugement dit on a regardé, il y a des raisons pour prononcer l'exécution provisoire, donc on la prononce. Mais c'est vraiment, j'ai mis des poids que sur un des 2 plateaux. Et puis, je suis arrivé à la conclusion que le plateau était plus lourd. Et moi aussi, je peux le faire, le raisonnement. Enfin, vous voyez, le stagiaire peut le faire. Si tu mets des poids sur un plateau et pas sur l'autre, tu m'étonnes que ça va tomber du côté gauche. Mais là, il n'y a pas de contrôle de proportionnalité. Alors, ce que je vais dire est inquiétant, mais j'espère profondément, malheureusement, je crois que c'est faux, j'espère que c'est profondément parce que ces magistrats sont nuls. Si on a un peu de chance, c'est vraiment que on a mis les stagiaires, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mais l'erreur est tellement grossière que j'ai du mal à penser qu'elle puisse être involontaire. C'est-à-dire que même en étant très mauvais, bon, vous voyez, vous ne connaissez pas la première page de référence Google, vous n'avez pas entendu parler du Conseil constitutionnel, vous ne connaissez pas la CEDH. Ça fait beaucoup, hein. Alors que quelqu'un n'arrête pas de vous parler de ce moyen factuel en disant il n'y a pas de mise en proportion. Enfin, je veux dire, vous voyez ce que je veux dire, je veux bien qu'on ne soit pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, mais là, on est plutôt dans le couteau à beurre. Donc, ça pose un énorme problème parce que la décision, sur l'inéligibilité, repose sur littéralement rien. Il n'y a pas de mise en balance. Et effectivement, à la limite, on aurait encore été, je ne sais pas que c'est bien, mais on aurait été à l'époque où il n'y avait pas de possibilité d'invoquer la Constitution devant un juge dans une affaire précise. Ou bien à l'époque où il n'y avait pas de contrôle de conventionnalité, dans les années 60. Encore, j'aurais pu comprendre. Les années 60, les lois étaient moins stupides aussi. Bon, ça j'aurais pu comprendre. Mais là, cette règle de contrôle de proportionnalité et son invocabilité directe existe depuis plusieurs décennies. Le premier protocole additionnel à la CEDH existe depuis des décennies. Et le fait qu'on peut, un juge doit procéder à un contrôle de proportionnalité en appliquant la Constitution. Donc, évidemment, il doit essayer de rendre une règle conforme à la Constitution, une décision conforme à la Constitution, mais aussi conforme à la CEDH. C'est une base. C'est-à-dire que vous commencez, ça fait partie des choses que vous apprenez en première année de droit. C'est essentiel. Et là, l'inéligibilité a été prononcée en se disant, visiblement, on va faire 0 contrôle de proportionnalité, donc 0 contrôle de légalité. C'est essentiellement un brouillon. D'ailleurs, la décision qui est sortie est une sorte de brouillon, et puis ça montre que visiblement l'idée était on va arriver à une certaine conclusion, et puis bon, la seule partie qui est bien faite, c'est le dispositif. Et par ces motifs, on condamne à ceci, cela. Tous les motifs, c'est à base de bon, je ne sais pas trop. Mais c'est ce que je fais moi quand je rédige des conclusions. Je dis bon, mon client, à la fin, je dis bon, il faut donner raison à mon client. Et après, je suis je vais essayer de remplir pourquoi il faut donner raison à mon client. Pourquoi d'ailleurs? Exactement. Mais c'est un travail d'avocat. C'est tout à fait normal chez un avocat de mener le raisonnement pour arriver à la bonne conclusion juridique. Toute dernière question, Philippe Prigent. Merci d'être là, Philippe, ce matin avec nous. Là-dessus, alors le jugement, je l'ai lu, enfin du moins, je l'ai lu, je l'ai vu, puisque c'est quand même intéressant. Et il y avait aussi cette notion que le RN serait finalement un peu opposé à l'Union européenne également. J'ai trouvé ça assez étrange qu'on puisse, à un moment donné, justifier une condamnation avec ce genre de rhétorique qui ne me semble rien avoir à faire dans un jugement, me semble-t-il. Peut-être que je me trompe. Alors, vous avez raison, mais vous avez raison.
vous Ouais. parlez d'une petite partie Oui, de la oui. partie émergée de l'iceberg. Ouais. En fait, une règle fondamentale, c'est pour ça qu'il y a Mmh. l'indépendance de la justice. Mais pour Mmh. personne s'est dit qu'il faut que les juges soient indépendants et invirables de base. Il y a une raison pour Ouais. laquelle on a fait ça. Mmh. La règle, c'est l'impartialité. C'est Ouais. essentiel. C'est-à-dire que le métier du juge repose sur l'impartialité. Et si moi, d'ailleurs, je vais dans un juge et je dis, bon, écoutez, les juges ont décidé de vous défoncer, le client est là, à quoi ça sert que je fasse appel à vous, vu que le Mmh. principe, c'est qu'ils vont me défoncer. Et c'est vrai, c'est une question légitime. Je suis conscient que je suis en train aussi de défendre mon beefsteak, hein, je ne vais pas vous Ouais. mentir sur ce point précis, mais Ouais. mon métier repose sur le juge est impartial et le juge respecte la règle de droit. Ouais. Sinon, Ouais. ça n'a pas de sens. Oui. Bah oui. Ici, il y a cet aspect que vous mentionnez. Il y a d'autres aspects qui sont mentionnés comme disant il y aurait un trouble à l'ordre public, enfin, il y aurait un trouble à Mmh. la démocratie si les gens l'élisent. Mmh. Parce que si elle est battue à l'élection présidentielle, le fait qu'elle est inéligible n'aura rien changé puisque vous étiez inéligible, vous n'êtes pas élu. Vous êtes éligible et battu, vous n'êtes pas élu. Donc ça ne change rien. Ce que vous dites juste, c'est si les Français majoritairement décident de lui confier le pouvoir, parce que c'est en ce cas-là, c'est ça qui est censé justifier l'exécution provisoire, à ce moment-là, et même l'inéligibilité, dans ce cas-là, il faudrait, ce serait un trouble à la démocratie que les gens aient pu imposer leur choix démocratique. Ça n'a aucun sens. Là, je veux dire, on en pense ce qu'on veut, mais ça n'a aucun sens. Le système français, depuis qu'on a mis fin à la monarchie, c'est de dire on a remplacé le roi par le peuple. C'est ça la République. C'est dire il n'y a plus de roi, il y a un peuple. Mais ce qui va avec, c'est que le peuple a le droit de choisir. Le peuple est le souverain. Si le peuple dit, en fait, on a envie de voter pour Trucmuche parce qu'on l'aime bien, même si il y a ceci ou ceci qui déplaît à une partie de la population, on va quand même l'élire. Macron, par exemple, visiblement, et puis il avait touché dans l'affaire Alstom. Visiblement, il y a eu beaucoup d'opérations qui ont été menées de cession d'entreprise où lui ou des copains à lui ont touché. C'est compte de campagne aussi, Philippe. C'est compte de campagne en 2017 aussi. Et c'est compte de campagne illégaux. Et là-dessus, alors sur ce point-là, je ne dis pas que. J'espère ne pas vous surprendre, mais en fait, ce qu'avait dit, et même si je ne suis pas d'accord avec tout, mais ce qu'avait dit Roland Dumas en disant en fait, quand les gens votent pour quelqu'un, en fait, c'est le souverain qui commande. Et on n'a pas à dire, moi, juge, je ne suis pas d'accord avec le souverain. Il faut s'incliner devant le souverain. Là-dessus, si le souverain dit, je vote pour quelqu'un, le souverain, visiblement, veut voter pour cette personne. Et si les Français ont envie de voter pour quelqu'un qui a été condamné, je ne dis pas qu'on les force, je ne parle pas de fait de forcer les gens, mais forcément l'élection c'est volontaire, à un moment les bulletins n'arrivent pas tout seuls dans les urnes, ou alors c'est un autre délire, mais si les gens disent moi je veux avoir majoritairement, si le souverain dit je veux ça, c'est une forme de grâce, le président d'ailleurs a le droit de grâce, et a fortiori le peuple a une forme de droit de grâce, ne veut pas dire que le président qui exerce ses pouvoirs au nom du peuple peut avoir plus de droits que le peuple n'en a lui-même. Forcément, si vous tenez vos pouvoirs de quelqu'un, vous n'avez pas plus de pouvoir que lui. Le peuple, encore une fois, c'est la République, a le droit de décider qu'il peut voter pour quelqu'un, même si le bonhomme est massivement, du déplaît. Prenons plein d'exemples. Le cas le plus frappant est probablement Clémenceau. Clémenceau, on le sait par l'affaire de Canal de Panama notamment, Clémenceau était, alors pour le coup, profondément corrompu, malhonnête, enrichissement personnel. Ce n'était pas une petite histoire de il a mis de l'argent à la poche gauche, la poche droite, et puis d'ailleurs le délit n'est pas constitué. Non, Clémenceau, c'était goinfré d'argent public. Les gens le savaient. Il y avait des discussions, vous avez regardé sur Internet, il danse avec des millions et tout. Mais les gens se sont dit, ouais, mais en fait, on a envie de voter pour Clémenceau parce qu'il est bon. Et d'ailleurs, on a eu raison parce que c'est aussi grâce à lui qu'on a gagné la Première Guerre mondiale. Le peuple doit avoir un droit de regard là-dessus, de grâce. Et ce qui est absolument délirant sur ce point spécifique du trouble à l'ordre public, c'est de dire, si la démocratie décide qu'une personne doit être président de la République, il y aura violation de la démocratie à faire ce que la démocratie a décidé. Ça n'a pas de sens logique, en fait. Je veux bien qu'on ait mis un autre moyen, il y aurait peut-être pu y avoir une autre justification, je ne veux pas laquelle, mais dire on va violer la décision des gens en la respectant, c'est complètement con. C'est comme, vous voyez votre meilleur ami qui dit j'ai envie d'épouser ce bonhomme, vous pouvez penser, écoute, c'est un pauvre type, il va te rendre malheureuse. Très bien, tout ça, c'est tout à fait légitime. Mais vous ne pouvez pas dire, bon, je l'ai empêché de l'épouser, parce que le jour même, là, je l'ai empêché de l'épouser, j'ai donc respecté sa volonté, en l'empêchant de faire ce qu'elle avait envie de faire. Je l'ai enlevé le jour du mariage. C'est pas sérieux. Enfin, ça n'a pas de sens.
C'est manifestement incohérent. En tout cas, on va rester là-dessus. On va essayer de garder quand même le sourire. Cher Philippe, merci d'être venu sur Science. Je vous en prie. Tout cas, ce matin, pour cette analyse décapante toujours. Merci beaucoup, cher Philippe. On vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour de nouvelles analyses. Merci beaucoup, Philippe. Merci beaucoup. Vous avez aimé cette émission, vous voulez que l'on continue d'exister et de creuser ces sujets, sachez que nous n'avons ni subvention, ni milliardaires, ni oligarques derrière nous, que nous ne dépendons que de vous. Donc faites un don à toxin-media.fr, toxin-media.fr, et encore mieux, faites un don régulier pour que nous continuions d'exister. Merci.